Qui êtes-vous, Philippe Poutou? Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi je suis ouvrier à l'usine Ford à Bordeaux. Et à part Nathalie Arthaud autour de ses pupitres, je crois que je suis le seul à avoir un métier normal, un travail normal. Et justement, on nous met dans la peau du petit candidat, de celui qui représente rien, de celui qui n'a pas sa place ici. Ben, je crois qu'on peut parler, nous, au nom de millions de gens qui souffrent de la crise, qui souffrent de cette société, qu'on ras-le-bol même de ce rouleau compresseur capitaliste qui détruit tout sur son passage, qui détruit à la fois les droits sociaux, mais qui aussi détruit l'environnement. Donc exprimer cette colère-là d'en bas contre des ultra-riches, en plus, des richesses indécentes. Hein, on le voit, on aura l'occasion d'en parler ce soir certainement. Contre ces politiciens aussi corrompus. Il y en a qui se reconnaîtront ici autour de la salle ou autour des pupitres. Ras-le-bol aussi de ces politiques réactionnaires, de ce racisme, cette xénophobie, une ambiance qui essaie de retourner le mécontentement des gens contre les immigrés, contre ceux qui essaient de survivre dans des situations dramatiques. Donc voilà, c'est cette colère-là que je veux exprimer dans cette campagne-là, que je veux aider à porter cette parole-là. Donc dénoncer ce système capitaliste et en même temps aussi apporter une note d'espoir, de dire qu'un jour ou l'autre, et en tout cas très rapidement, ce qui sera d'actualité pour nous, c'est de riposter, de retrouver confiance dans nos propres forces et de mener des batailles pour changer tout ça. Merci Philippe Poutou. Il n'y a pas de petits et de grands candidats sur ce plateau, il n'y a que des candidats, monsieur Poutou. Vous l'avez remarqué puisque vous êtes 11. Et nous aussi, nous le remarquons. Merci à tous d'avoir plus ou moins respecté votre temps de parole. Et Philippe Poutou, vous proposez l'interdiction des licenciements. Comment faire appliquer une telle mesure dans les entreprises et comment est-ce que ça règle le problème des plus de 5 millions de chômeurs aujourd'hui dans notre pays? Mais déjà, il faut partir de la situation actuelle. C'est 6 millions de chômeurs, un peu plus, oui. Chômeurs et précaires. Une grosse souffrance, des niveaux de vie qui se sont dégradés fortement. Et de l'autre côté, des richesses énormes, des profits énormes, 75 milliards de bénéfices pour les grosses entreprises, pour celles du CAC 40, des actionnaires qui se gavent avec à peu près 55 milliards d'euros donc l'année dernière. Tout ça, c'est en hausse, en grosse hausse. Et puis des milliardaires toujours plus riches, toujours plus milliardaires. Donc on voit qu'il y a de l'argent. Et donc le problème qu'il y a, c'est qu'on pense qu'il y a une politique différente à mener, qui est possible. Mais ça veut dire partager les richesses. Ça veut dire prendre là où il y a l'argent. Mais ça veut dire aller reprendre ce que les patrons, ce que les capitalistes ont piqué depuis des années à l'ensemble des salariés. Donc c'est la redistribution des richesses qui est à l'ordre du jour. Et donc ça passe par l'interdiction des licenciements, évidemment, immédiatement. C'est des mesures urgentes. Ça passe par la réduction du temps de travail. Ça a été dit et ça sera dit par d'autres candidats. Et ça passe aussi par la retraite à 60 ans. Mais en tout cas, il faut partager le travail entre toutes et tous parce qu'il y a aussi d'un côté la question de maintenir l'emploi pour l'ensemble de la population. Mais il y a aussi combattre la souffrance au travail parce qu'il y a une intensification du travail. Il y a une véritable souffrance au travail, le burn-out, même des suicides la flexibilité, tout ça, il faut le combattre et c'est forcément en embauchant. Comment vous créez des emplois? Comment est-ce que vous les créez en fait, les emplois? Non mais là je suis en train de répondre tranquillement, donc après vous inquiétez pas, mais non mais là c'est des mesures. Nous on pense que c'est des mesures autoritaires, donc il faut interdire le licenciement, il faut réduire le temps de travail et c'est comme ça qu'on créera des emplois. Et on sait que les moyens de le financer, ça existe. Le problème c'est que nous on pense que c'est une question de choix politique, c'est pas du tout un problème technique. Ça s'impose. Alors évidemment, quand on voit aujourd'hui les politiciens qui sont là, ceux qui sont au gouvernement depuis très longtemps, qui nous justifient toujours des politiques ultralibérales, on sait que ça viendra pas d'eux. Ça ne peut venir que d'en bas par des batailles sociales. Et c'est pour ça qu'à Ford par exemple, on se bat pour défendre nos emplois. C'est pour ça qu'à Haribo, aujourd'hui, il y a des gens qui se battent pour l'emploi, ou Vélib, aujourd'hui, les salariés étaient en manifestation. Voilà. Donc c'est des batailles sociales qu'il faut mener. Merci Philippe Poutou. Est-ce que votre projet d'ouverture des frontières est compatible avec la protection des emplois en France? Juste, je voulais répondre à un truc qui était un peu avant, là, sur les charges sociales. Parce que sur les travailleurs détachés. Non, sur les charges sociales, c'est le mot qui revient souvent, qu'il faut diminuer les charges sociales. Il y a Fillon, Macron ou Le Pen qui défendent ça. Sur la création d'emplois. Non, mais c'est pour dire que ça fait des décennies qu'on nous dit qu'il faut diminuer les charges sociales. Les charges sociales, en réalité, c'est quoi? C'est des cotisations sociales. On fait croire que c'est neutre, mais en réalité, c'est ce qui alimente les caisses de la sécurité sociale. Donc à chaque fois qu'on diminue des charges sociales, on attaque la sécurité sociale et on attaque donc le salaire socialisé, tout ce qui peut être commun et collectif. Donc il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est 32 milliards d'euros qui rentrent pas dans les caisses de la sécurité sociale du fait des exonérations. Donc c'est pour dire que ces politiques-là, c'est des politiques d'attaque contre tout ce qui peut être collectif et contre l'ensemble des populations. Voilà, donc c'est maintenant, je veux bien parler de l'Europe. Sur la question de l'Europe, nous on discute qu'aujourd'hui... je vais commencer par le protectionnisme. Pour nous, c'est une idée dangereuse, c'est même un piège, c'est de faire croire que finalement les populations elles seraient protégées derrière leurs frontières, qu'elles seraient à l'abri, et que les capitalistes nationaux protégeraient l'ensemble des salariés. C'est un danger parce qu'en fait, ça divise les peuples et ça fragilise. Et en fait, en réalité, on aura toujours de l'austérité et même peut-être encore plus d'austérité. Parce que le problème, en réalité, c'est ça, c'est les politiques d'austérité. On veut nous faire croire que l'Union européenne, c'est elle qui imposerait l'austérité aux patrons ou aux États de chacun des pays, ce qui est archi faux.
faut en réalité l'austérité, tout le monde la veut, sauf qu'elle a été organisée à l'échelle européenne. Et c'est vrai que les traités européens ont permis d'organiser l'austérité à l'échelle du continent. Donc nous, ce qu'on discute, ce qu'on essaie de proposer, c'est à la fois évidemment d'abroger tous les traités européens qui organisent cette austérité-là, mais de répondre sur l'idée qu'il faut une autre Europe, une véritable Europe collective, solidaire, contre les banques, contre les capitalistes. Et ça passera par la lutte des peuples, par la résistance des peuples. On a vu les Grecs qui ont résisté contre l'austérité, les Espagnols un peu partout. Donc c'est cette bataille-là. Donc oui, c'est pour l'ouverture des frontières, c'est pour une Europe collective et solidaire. Et donc ça passera, juste je finis, parce que je vais peut-être prendre un peu de retard, mais sur l'expropriation des banques. Alors, ça nous apparaît fondamental qu'il faut un monopole public bancaire à l'échelle européenne, parce qu'il faut enlever les moyens de nuire aux capitalistes. Il faut une banque publique qui permettrait justement de combattre la fraude fiscale, de combattre toute cette triche où ce sont des milliards qui sont planqués dans les paradis fiscaux. Philippe Poutou, vous voulez que l'arrêt immédiat de l'état d'urgence. Vous voulez aussi une police désarmée qui ne pourra donc pas arrêter les terroristes en cas d'attentat. Comment est-ce que vous comptez protéger les Français avec une police qui n'aura pas d'armes? D'abord, ça n'a strictement rien à voir. La police armée, le combat contre le terrorisme, ça n'a rien à voir. Nous, on pense qu'aujourd'hui, l'état d'urgence et la police surarmée, ça se sert du prétexte du terrorisme pour en fait intensifier la répression, museler les contestations. On l'a vu à travers les mouvements contre la loi travail, on l'a vu contre la COP21, les militants écologistes qui se sont fait arrêter injustement. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a une répression qui se généralise et on nous explique qu'aujourd'hui, plus la police sera armée, plus il y aura de répression, plus il y aura dans les quartiers populaires une police qui fera du sécuritaire et qui fera chier les jeunes, y compris aujourd'hui. Vous parlez de terrorisme là? Non, mais moi je parle parce que vous parlez du désarmement de la police, donc oui. je vous explique pourquoi on est pour le désarmement de la police. Il y a certains attentats qui sont stoppés par des policiers en armes, vous le savez. Juste finir tranquillement, ça serait pas mal. Le désarmement de la police, nous, c'est une réponse urgente, parce qu'aujourd'hui, on le voit, l'armement de la police, ça sert à réprimer, ça sert à attaquer tout sauf des terroristes. Et aujourd'hui, c'est des jeunes qui meurent. C'est une dizaine par an à peu près. Et récemment, il y a eu le drame d'Adama Traoré, et encore récemment, c'est le Chinois Liu Xiaoyu qui s'est fait tuer. Donc ça, c'est inadmissible. Donc nous, on est évidemment pour le désarmement de la police et on est même pour la dissolution de corps spécifiques de la police qui jouent aux sécuritaires dans les quartiers populaires. Maintenant, la lutte contre le terrorisme, nous, on pense que ce qui serait efficace, c'est d'arrêter les interventions militaires qui aggravent la situation des peuples, qui aggravent la misère et qui fait qu'aujourd'hui, ça renforce des migrations. Donc on pense que l'État français, mais comme l'Union européenne, ont une responsabilité énorme dans l'aggravation de la situation des peuples au Moyen-Orient, en Turquie, en Irak, dans tous ces pays-là. Donc c'est l'accumulation d'interventions militaires crapuleuses qui sont responsables de la situation. Et aussi, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il faut arrêter des ventes d'armes à des pays comme le Qatar, à l'Arabie Saoudite, dont on sait qu'ils sont les financeurs du terrorisme international. Donc ça, c'est inadmissible de parler de démocratie, de se vanter d'être une démocratie, et en même temps d'avoir des complicités et des liens commerciaux avec des dictatures et donc des gens qui soutiennent les terroristes. Donc Emmanuel ça, pour nous, c'est Macron. fondamental, et on pense que si on fait pas ça, eh bien, on crée pas les conditions favorables pour combattre le terrorisme, parce qu'en fait, cette situation-là, elle crée le terreau favorable au développement du terrorisme. Et juste pour finir, on a vu merci, Ok. Philippe Poutou. Ça fait 2 minutes pour une réponse d'1 minute 30. Vers Philippe Poutou qui se retourne vers nous peut-être. Vous êtes avec nous. Vous êtes avec nous. Un président exemplaire, c'est quoi pour vous? Je ne vais pas reprendre directement la question, parce que je pense que c'est la pourquoi séquence émotion du débat. Parce Non, mais- que c'est vrai que non, mais question de moralité politique, Oui. en politique, on est servi quand même depuis quelque temps. On connaissait des vieilles histoires depuis très longtemps de triche, de vol, de mensonges. Là, on a eu Dassault récemment qui a été condamné de la prison. Dassault, c'est quand même aussi un politique, c'est un milliardaire patron du Figaro. Et Il y a beaucoup de noms qui entre sont autres, donnés, vendeurs. mais Non, mais donnez-nous vos propositions. c'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non, Voilà. Bon. pas du tout. Donc la question, c'est déjà parler de ça, de la situation. Donc Dassault, je disais, donc je reprends. Il fait pas de prison parce que le monsieur est un peu trop vieux. D'accord. Clause humanitaire, tant mieux. À D'accord. côté de ça, on a Balkany, c'est toute une œuvre. Là, le père, le fils, tout le monde triche, tout ça. Voilà. Donc on est dans ce contexte-là. Et là, depuis janvier, alors là, c'est le régal. Une campagne super. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc en plus c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Là, après vous pourrez parler. Non, Monsieur Fillon, vous pourrez parler après. On comme ça. Oui, non, d'accord. Oui. Ah, merci. Donc bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen, à côté. Alors elle va peut-être réagir aussi.
Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc, nous refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre... Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous, on est convoqués par la police, nous, ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance. Le système vous protège. Tant mieux pour vous. Mais là, moi, ça permettra de dire que l'antisystème, eh ben, c'est de la foutaise. Maintenant, je vais finir sur la question de ce monde politique. Donc, nous, on pense que le problème des politiciens corrompus, parce que c'est quand même très généralisé, on dit pas que tout le monde est comme ça, mais il y a un problème, et ça, c'est la professionnalisation de la politique. Voilà, donc, on a des gens déconnectés de la population, surpayés, 6 000, 7 000, 10 000 euros, députés, sénateurs, ministres, et ça, c'est scandaleux. Je rappelle quand même que le salaire minimum aujourd'hui, c'est 1 100 euros, et qu'il y a plein de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est à peu près 9 millions de gens. Donc tout ça, c'est scandaleux, c'est écœurant. D'ailleurs, ce que je dis là, plein de gens m'ont tweeté, m'ont dit des SMS, vas-y, balance ça, il y en a ras-le-bol. Donc c'est ça qu'on a envie de dire. Donc nous, on pense qu'il faut limiter le salaire des politiciens, maximum le salaire moyen d'un salarié. Il faut arrêter le cumul des mandats. Et ça les rendra moins corrompus de baisser leur salaire? Ah ben au moins déjà ils courront moins après le poste, déjà on pense, ça sera moins payé. Et l'autre truc, l'autre truc qui peut être avantageux, c'est qu'ils auront peut-être envie d'augmenter plus facilement le SMIC et les salaires puisqu'ils seront directement concernés. Donc non, s'il vous plaît. On est dans un débat présidentiel, chacun donne son opinion, mais peut-être pas de réaction du public. Vous êtes chacun derrière vos candidats. Un peu de sérénité. Philippe Poutou, vous ne voulez pas être président. Alors par quoi vous remplacez cette fonction? Une petite réponse. Juste avant, Le Pen a sorti un mensonge, mais ça c'est une fois n'est pas coutume, sur la protection soi-disant des délégués syndicaux. Donc en fait, il n'y a pas de protection du délégué syndical, si ce n'est contre les discriminations, et encore que c'est très relatif, parce qu'en fait, s'il y a l'autorisation de l'inspection du travail, de la DDTE ou du ministère, de toute façon, il y a licenciement du délégué syndical. Juste pour rappeler que des délégués syndicaux... à la question. Oui, non, mais juste parce que... Bien sûr, allez-y, finissez. Ça raccourcira mon temps, peut-être, mais donc aujourd'hui, les délégués syndicaux sont licenciés, même révoqués dans la fonction publique. C'est le cas de certains cheminots qui sont menacés de révocation. C'est le cas de postiers qui ont été révoqués, et d'autres sont aujourd'hui menacés de révocation. Des délégués syndicaux comme à Goodyear ou à Air France ont été même menacés, enfin même plus que ça, condamnés à de la prison, avec sursis finalement, mais quand même. Donc c'est pour dire, quand les délégués syndicaux sont convoqués par la police et la justice, ils y vont. Voilà, pas contrairement à d'autres qui se protègent par le système. Donc voilà, c'était pour rappeler tout ça. Par quoi remplacez-vous la fonction de président, puisque vous n'en voulez pas? On parle des institutions aujourd'hui. Pas de souci. En fait, nous, on veut une démocratie directe. Aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie réelle. Il y a une représentation politique qui est complètement discréditée. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ne croient plus. Ça va se traduire certainement par pas mal d'abstention, parce qu'il y a un ras-le-bol de tout ça. Au-delà des affaires, il n'y a de toute façon aucun crédit de ces gens-là. Donc nous, on discute d'une démocratie directe. Et on pense qu'aujourd'hui, c'est le cas à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, à Bure ou à Sivins, c'est un des cas de projets complètement dingues, destructeurs de l'environnement, où la population devrait pouvoir décider. Il devrait y avoir tous les échelons de la société. Il y a eu un référendum, monsieur Poutou. Il y a eu un référendum à Notre-Dame-des-Landes. Un référendum. Ouais, mais un référendum trafiqué, parce que ça existe, ces référendums. Un référendum, c'est pas la solution. Et puis quand il y en a des vrais, de toute façon, on tient pas compte de la vie de la population. C'était le cas en 2005. Donc en fait, donc la seule garantie de démocratie, c'est que la population elle puisse décider directement. Sinon après, voilà, on a un pouvoir qui fait ce qu'il veut. Vous êtes élu, n'importe qui est élu. Et pendant 5 ans, il peut mentir, enfin faire l'inverse de ce qu'il a fait. C'était le cas. Je finis simplement. Je vous en prie. Voilà, donc nous c'est pour ça, c'est la démocratie directe, c'est le contrôle par en bas, et c'est ce qui manque aujourd'hui. Donc voilà, j'oublie certainement des trucs. Nous on pense qu'il faut qu'un élu soit révocable à tout moment, que la population puisse virer justement un élu qui respecte pas ses promesses et ses engagements. Merci. On pense qu'il faut puis la révocation, enfin les mandats, tout ça, il faut bon. Allez, Philippe Poutou, j'aimerais que vous preniez la parole sur les services publics gratuits, s'il vous plaît, Nicolas Dupont-Aignan. La parole est à Philippe Poutou. Donc d'abord, nous sommes pour la reconnaissance d'un état d'urgence sociale. Beaucoup de chômage, je redis les chiffres, j'ai le papier sous les yeux, 6 millions de chômeurs, une pauvreté, c'est 8 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Parmi eux, ce sont des centaines de milliers de retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui ont des retraites très basses, et donc en dessous de 1 000 euros. Il y a un gros problème, une grosse crise du logement, 4 millions de gens vivent dans des conditions exécrables.
Et puis il y a les problèmes de la santé où on sait qu'un peu plus du tiers, pas loin de 1 sur 4, n'arrive plus à se soigner pour des raisons financières. Donc la réponse à tout cela, à cette urgence sociale-là, c'est forcément des services publics très développés. Donc des services publics, je vais lister ce qui nous apparaît essentiel dans les services publics. Nous on pense qu'il faut donc en fait permettre l'accès gratuit aux besoins fondamentaux de la population. Donc c'est un service public du logement, service public de la santé évidemment, un service public du transport avec la gratuité du transport qui permet justement de sortir du tout voiture, du tout camion. Il y a aussi un aspect environnemental dans cette question-là. Un service donc public de l'éducation, de la culture et de l'énergie, notamment parce qu'il faut qu'on enlève encore une fois les moyens de nuire aux capitalistes. Donc ça veut dire qu'il faut sortir du nucléaire, qu'il faut combattre les énergies fossiles. Et donc du coup, ça passe forcément par un service public de l'énergie avec expropriation des entreprises capitalistes pollueuses. Donc c'est ça qu'on met en avant comme service public. Après, évidemment, la question qui est posée, puisque j'entends beaucoup parler de on rase gratis et tout ça, c'est quand même terrible venant de gens qui prennent les politiques ultralibérales. Jusqu'à présent, on pense que ceux qui rasent gratis, c'est plus pour les patrons, les capitalistes, les milliardaires, y compris les politiciens. Quand on voit même un Fillon qui se dit préoccupé par la dette, mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques, quand il paye sa famille. Donc nous, par rapport à la dette, nous on pense qu'il faut annuler la dette, effectivement, parce que la dette, c'est vraiment un système de pompage des richesses qui remplit les coffres forts des banques. Et donc il faut annuler ces dettes qui sont complètement illégitimes. Et ça, déjà, ça donnerait des moyens aux États. Et après, récupérer de l'argent, ça passe par une fiscalité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut augmenter l'impôt sur les grosses fortunes, il faut augmenter l'impôt sur les sociétés, le ramener à 50% au minimum, parce que c'était le cas il y a une trentaine d'années. Il faut une fiscalité qui fait payer les riches de plus en plus, et c'est comme ça qu'on ramène de l'argent. En fait, tout l'argent qui a été détourné dans la poche des plus riches, c'est comme ça qu'on le ramène pour la collectivité, et ça nous permettra de financer les services publics. Dans les services publics, il y a la question de rendre service à la population, donc de protéger la population, mais il y a aussi les conditions de travail. Donc il faut embaucher massivement dans l'éducation nationale, dans la santé évidemment, mais en règle générale c'est un peu dans tous les services publics. Même il faudrait construire d'autres services publics. On parle du 4e âge, il y en a je crois qui l'ont abordé, la petite enfance, tout ça c'est important. Il faut embaucher, et il faut embaucher dans la santé, ça a été abordé. C'est vrai qu'il y a une souffrance au travail qui est terrible. Et là je vais faire une petite remarque à Macron, parce que en fait vous avez parlé à un moment donné que la pénibilité, c'était pas bien d'en parler pour le travail, qu'en fait le travail c'était... Non, bon. Allez-y. Et c'était émancipateur. Et en fait, ça se voit que vous connaissez pas grand-chose au travail, et qu'à force d'être banquier, énarque et puis ministre, mais finalement on comprend pas ce qui se passe réellement. Donc il y a une véritable souffrance au travail. Et il y a une véritable pénibilité. Donc en fait, il faut embaucher pour soulager et combattre toutes les logiques de marchandisation, toutes les logiques de flexibilisation, et donc de pression et de harcèlement sur l'ensemble des salariés. Ça craque aujourd'hui dans la santé, mais ça craque un peu partout, ça craque à la Poste. Voilà, donc tout ça c'est dramatique. Donc c'est forcément des embauches et des moyens pour absolument répondre donc à cette situation d'urgence sociale. Philippe Poutou. Nous d'abord, on ne s'adresse pas aux Français comme ça, enfin, c'est pas notre problème. On s'adresse à l'ensemble de la population en fait, parce que dans français, ça veut dire quoi? Qu'on ne compte pas les étrangers, qu'on ne compte pas les résidents qui viennent d'ailleurs. Donc voilà, nous on s'adresse à l'ensemble de la population et plus particulièrement aux exploités, à ceux qui payent très cher la crise, à ceux qui sont en colère contre ce système-là. Donc c'est tout cela qu'on veut rassembler. Et puis le mot français est d'autant moins juste que justement j'ai envie de parler de la Guyane, de la lutte qu'il peut y avoir en Guyane aujourd'hui, donc contre la pauvreté. Non mais justement, je vais dire 2 mots là-dessus, contre la pauvreté, pour des services publics, pour en fait que la population puisse vivre normalement. Et une lutte aussi contre l'accaparement des richesses, parce que la Guyane c'est un pays riche, les richesses sont accaparées par l'État français, et il se trouve que la Guyane, ce sont les restes de l'empire colonial français. Et nous on soutient cette lutte sociale, on soutient la couleur de la population guyanaise, mais en même temps on pose le problème aussi du droit des peuples à l'autodétermination, contre le colonialisme français, contre les restes du colonialisme français. Donc c'est pour ça que là aussi on aurait des tas de choses à dire sur cette question de nationaliste et chauvine. Et donc justement l'exemple de la lutte du peuple guyanais ou de la population guyanaise, c'est pour nous un exemple. C'est un exemple qu'on peut résister aux politiques d'austérité, qu'on peut résister à l'exploitation et à l'accaparement des richesses par les capitalistes. Et cette lutte-là, elle montre aussi que donc on peut se faire entendre par la grève générale, par les occupations, par les blocages. Tout ça pour nous c'est important, parce que nous ce qu'on pense c'est que justement ça devrait s'étendre, cette colère-là. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes, nous, notre camp social. C'est justement se sentir capable de se faire respecter,
de se défendre. Et donc on veut que ce mouvement-là il s'étende. Et on pense qu'ici aussi en France, c'est important. Vous levez la main, mais enfin j'ai encore un peu de temps par rapport aux autres. Non, mais c'est important qu'il y ait des mobilisations sociales. Les conclusions sont prévues pour 1 minute. Oui, mais bon après comment on fait les différentiels parce que là il y a un truc il y a un problème. Il y en a qui vont partir avant les autres et nous on va finir. Je sais pas quoi. Il y a un truc qui va se passer là parce qu'il y a un écart quand même. Donc il y a des batailles sociales à mener et on pense qu'aujourd'hui le partage des richesses, justement tout ce qu'on a plus ou moins discuté ce soir, ça s'imposera par des luttes sociales. Donc en fait voter NPA, c'est un vote utile de ce point de vue-là. C'est exprimer ça, cette perspective-là, cette perspective de revanche, cette perspective de combat social, de faire payer les riches. Et on sait qu'aujourd'hui l'enjeu va être là, ça sera de préparer tout ça. Et donc c'est pour ça que ça va être intéressant de voter pour nous et qu'un score relativement important pour nous, ça pourra redonner confiance au camp des exploités.